Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder votre émission, votre rendez-vous du mardi soir. 21h, le grand rendez-vous, émission consacrée ce jour à l'actualité politique qui prévaut au Gabon, avec en ligne de mire l'organisation des élections législatives et locales. Premier tour des élections législatives et tour unique des municipales le 27 septembre prochain, 11 octobre, second tour de l'élection législative. Les partis politiques déjà en ordre de bataille, à l'exemple de l'Union démocratique des bâtisseurs, l'UDB, qui a donc officialisé la liste des candidats et des listes investis dans le cadre de ces prochaines élections législatives et locales. L'UDB à l'assaut des 145 sièges repartis sur l'ensemble du territoire et dans la diaspora, 122 listes présentées par le parti fondé par Brice Clotaire Oligui Nguema. Qu'est-ce qui fait courir l'UDB? Pourquoi cet appétit gargantuesque selon certains? Dans cette émission, on mettra donc le marqueur sur cette forte actualité. On va également s'interroger sur la suite de l'affaire qui secoue le Parti démocratique gabonais en proie à une véritable scission, à un bicéphalisme depuis plusieurs mois maintenant. Le Parti démocratique gabonais va-t-il rater pour la première fois sa participation aux élections législatives et locales au Gabon? On s'interroge quelques heures ou quelques jours seulement avant l'expiration du délai arrêté par le ministère de l'Intérieur en ce qui concerne le dépôt des candidatures. C'est le jeudi 7 août prochain, donc le délai donc imparti à tous les acteurs souhaitant participer à ces élections en tant que militants de partis politiques ou en indépendants. Je vais faire le point de cette forte actualité avec mes deux invités de ce soir. Je reçois Jean-Christian Kombila, journaliste et coordonnateur général du mouvement Les Témoins de l'Histoire. Monsieur Kombila, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Pambo. Je reçois aussi Stevie Essima en sa qualité de président de la plateforme Expression Citoyenne. Monsieur Essima, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les deux d'être sur le plateau pour que nous puissions une fois de plus décrypter cette forte actualité politique au Gabon. Évidemment, en ligne de mire, l'organisation du renouvellement de l'Assemblée nationale, l'organisation des élections des députés à l'Assemblée nationale et le renouvellement également des conseils locaux et municipaux et départementaux qui va donc consacrer in fine le renouvellement du Sénat dans notre pays. Calendrier donc établi par le Comité pour la transition et la restauration des institutions avec la participation de l'ensemble des forces vives de la nation pour sortir de façon définitive, évidemment, de cette transition. Alors, dimanche dernier a eu lieu une réunion du Haut Commissariat, du commissariat politique de l'Union démocratique des bâtisseurs, dirigé par le directeur de cabinet du président fondateur de l'UDB, Jean-Pierre Oyibadan, qui représentait le président fondateur Brice Clotaire Oligui Nguema, avec la présence également du secrétaire général Maïs Moussi. Il s'est agi de faire des arbitrages sur les différentes candidatures, parce qu'elles ont été nombreuses au sein de ces partis politiques-là. L'arbitrage pour en retenir ceux qui devaient être investis. On a désormais la liste officielle de ces militants de l'UDB investis par cette formation politique qui vont donc défendre les couleurs de l'Union démocratique des bâtisseurs. Premier enseignement donc, Jean-Christian Kombila, c'est que l'Union démocratique des bâtisseurs a donc investi 145 candidats sur les 145 sièges qui sont à pourvoir et 122 listes. Comment expliquer ce positionnement du UDB sur le terrain? Il faut dire que cela fait un mois que l'UDB a été créé et qu'on attendait une sortie publique, n'est-ce pas, de l'exécutif de ce parti-là. Et cette attente a été comblée avec la réunion du commissariat politique qui a donc rendu public les listes des candidats investis à ces élections législatives et locales. Et donc ce que l'on peut retenir, c'est à la fois la volonté de l'Union démocratique des bâtisseurs, n'est-ce pas, d'avoir un maillage
territoriale pour pouvoir véritablement être le vecteur, n'est-ce pas, de la politique impulsée par l'exécutif. Il y a donc ce souci d'avoir une représentativité la plus proche possible, n'est-ce pas, de l'ensemble du corps électoral, de l'ensemble de la nation. Vous comprenez bien que l'élection présidentielle du 12 avril 2025, qui a vu le triomphe, n'est-ce pas, du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a été marquée par une forte participation de l'ensemble de la nation gabonaise. Et donc, ce désir, n'est-ce pas, de démocratie exprimé fortement par les populations au cours de cette élection présidentielle et même bien avant, pendant le référendum, était un message envoyé au président de la République pour lui dire que nous avons, nous, populations, n'est-ce pas, une soif réelle, n'est-ce pas, d'être connectés, n'est-ce pas, à l'exécutif et donc d'être connectés aux institutions républicaines. Et c'est donc cette réponse apportée à cette forte expression, n'est-ce pas, démocratique exprimée par les populations, n'est-ce pas, qui peut expliquer que l'Union démocratique des bâtisseurs est investie 145 candidats sur les 145 sièges et produit 122 listes, n'est-ce pas, sur l'ensemble du territoire pour pouvoir prendre une part active aux élections locales et au renouvellement des collectivités locales et des collectivités départementales. D'accord. Sévi Osima, on sait que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a implémenté l'inclusion, l'inclusivité depuis sa prise de pouvoir le 30 août 2023 avec la participation de l'ensemble des forces vives de la nation ayant soutenu son action, sa vision. Ça s'est évidemment traduit en actes lors de l'élection présidentielle, puisqu'il a pu avoir le soutien et des partis politiques, de la société civile, on l'a dit, de l'ensemble des forces vives de la nation. Et là, est-ce que vous estimez qu'à travers ces élections-là, il cherche à se démarquer? Certains, dans certaines chaumières, ont pensé qu'il devait avoir peut-être des formes de calcul entre politiques ou politiciens pour redonner l'ascenseur à ces partis politiques qui l'ont soutenu. Là, on voit qu'il a pris le contre-pied de ce qu'ils ont pensé. Très bien. Vous avez raison. Et en réalité, pour comprendre ce positionnement du président de la République et du parti l'UDB, il faut interroger les enjeux. Qu'est-ce qui est en jeu par rapport à cette élection? Ce qui est en jeu, c'est fondamentalement la légitimité politique du président de la République, mais aussi de son management à la tête de notre pays. Parce qu'en réalité, comme vous le savez, la Ve République a ceci de particulier, c'est que le chef de l'État n'a pas forcément besoin d'une majorité parlementaire, puisque le Parlement n'a pas un impact direct sur sa gouvernance, du fait qu'il ne soit pas responsable devant le Parlement. Mais pourquoi alors cette posture, cette envie de l'Union démocratique des bâtisseurs de faire ce maillage du territoire, comme l'a dit Jean-Christian Combina, puisque véritablement, en termes d'enjeux, vous venez de le dire, il n'y en a pas en tant que tel, puisque le chef de l'État, le président de la République, chef de gouvernement, un Parlement qui n'est plus, dont le gouvernement n'est plus, je pense, responsable devant le Parlement. C'est ça. Mais parce que le chef de l'État a à cœur de consolider l'élan légitime qu'il a eu au soir du plébiscite du 12 avril, où il a été élu à hauteur de 94,85%. Et donc aujourd'hui, il est question de rétablir ou d'établir les hommes du président Oligui. Il a besoin de ce que l'ancrage de chacun de ces relais dans l'échiquier politique national au niveau de chaque localité soit en phase avec sa légitimité. Vous verrez que la plupart des ministres du gouvernement de la Ve République, du moins de son premier gouvernement, sont candidats. Ça veut dire qu'il veut confronter la légitimité de ces ministres à la volonté populaire pour qu'il y ait une sorte de fusion entre sa légitimité à lui en tant que père de la nation et la légitimité de chaque membre du gouvernement issu
d'une localité qu'il aurait plébiscité. Il y a donc là un enjeu de donner à l'opinion publique nationale et internationale l'idée que Brice Théo Oligui continue à fasciner le peuple gabonais et que ce n'est plus simplement le visage héroïque de l'homme du 30 août qui est plébiscité aujourd'hui, mais c'est son management quotidien de la vie de la nation qui aussi est plébiscité à travers cette élection-là. Parce que les gens souvent font la différence entre le Brice Théo Oligui Nguema, le héros du 30 août qui a été plébiscité par les Gabonais, et son management. Or, depuis 3 mois qu'il a été élu, on remarque quand même certains déshydratats. Nous avons l'affaire de la famille présidentielle, notamment la famille Ali Bongo Ondimba. Nous avons l'affaire de Deguerpi. Et tout ceci, le président a besoin de savoir si les Gabonais sont encore avec lui dans l'ensemble du territoire national. Et cette élection va être un baromètre important de légitimité pour savoir si les Gabonais comprennent bien la vision de Brice Théo Oligui Nguema dans son management du Gabon. C'est là l'enjeu principal. Un baromètre pour l'Union démocratique des bâtisseurs, encore plus pour les candidats investis, dont les 16 candidats, on en a dénombré, je pense, 16 candidats investis, membres du gouvernement, donc 16 ministres du gouvernement de la République qui ont été investis par l'Union démocratique des bâtisseurs dans la province de l'Estuaire, au premier siège du Congo. Il y a la ministre Laurence Don qui est donc investie pour être candidate aux législatives. Dans le premier siège de la province, de la commune de Lambaréné, on est dans le Moyen-Ogooué, Paul Maringonjo. Deuxième siège, Séraphin Kouré-Davin. Dans la province de Langounié, commune de Mouila, premier siège, Marcel Itita. Commune dans le canton Wano et Vindi et Basse-Loueti, toujours dans Langounié. Deuxième siège, Adrien Mungungu, le ministre de la Santé. Siège unique de la Dola, Nord et Sud, le ministre Maïs Mouissi, qui est le ministre de l'Environnement. Dans la province de Nanyanga, premier siège, deuxième arrondissement, le colonel Ulrich Monfumbi. Dans la base Bagno, siège unique, Zedaba Shining Ninga, qui est la ministre du Commerce. Dans la commune de Boué, les cantons Leledi et Ofoué, on a le ministre David Philippe Tolangoy. Dans la province de Logoué-Lolo, canton Basse-Lombo, la ministre des Sports et de la Culture, Armande Lombo. Dans la province de Logoué-Maritime, dans la commune de Port-Gentil, deuxième arrondissement, le ministre du Travail, Isaac Barbera. Dans la commune d'Omboué, siège unique, le ministre des Affaires étrangères, Régis Onangandiaï. Province du Wolontem, premier arrondissement, premier siège dans la commune, Sosten Gemangema, le ministre du Pétrole. Département d'une thème, quatrième siège, le ministre de Eaux et Forêts, Maurice Ntosui à Logo. Et dans la commune de Medounou, donc département du Haut-Congo, premier siège, Maître Lubin Ntuntum. Alors, Jean-Christian Kobila, alors, ces membres du gouvernement investis par l'Union démocratique des bâtisseurs en quête de légitimité, est-ce que c'est à quitte double pour eux? Mais déjà, il faut dire que ces personnalités politiques qui sont des membres du gouvernement et qui sont aujourd'hui investis par le parti présidentiel sont porteurs, n'est-ce pas, de la vision de renouvellement des élites politiques qui est celle du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Et cette vision de renouvellement des élites politiques qui doit engendrer en principe un renouvellement des pratiques politiques est associée, n'est-ce pas, à une prise en compte de la technicité, n'est-ce pas, des 10 candidats qui sont des ministres aux trajectoires académiques et professionnelles éprouvées. Et à côté de cela, il y a des personnalités nouvelles, n'est-ce pas, en termes de participation au plus haut niveau de l'État dans la gestion des affaires publiques. Je pense par exemple notamment au ministre de l'énergie, M. Philippe Tonangoy, qui a une longue expérience, n'est-ce pas, de la politique sur le terrain, mais qui, par le passé, n'avait pas été associé aux affaires. Je pense aussi à une personnalité comme Séraphin Akouré-Davin, qui est une personnalité avec un vécu, une bête politique, lui. Un vécu reconnu et donc qui est
lui le symbole, n'est-ce pas, de ces hommes d'expérience qui sont associés à ces nouvelles figures politiques qui constituent l'essentiel, n'est-ce pas, des candidats investis par l'Union démocratique des bâtisseurs. Oui, il y a un enjeu de légitimité, il y a un enjeu de légitimité populaire qui entoure, n'est-ce pas, la participation de ces membres du gouvernement. Le président, comme le disait M. Sima tout à l'heure, a besoin justement de s'appuyer sur le soutien populaire au cours de son mandat de 7 ans. Et il n'y a pas mieux que la popularité des ministres pour donner des gages au président de la République de ce que les politiques qui sont impulsées au sein du gouvernement et par l'exécutif, n'est-ce pas, sont véritablement comprises par les populations du cru. Et donc, il y a là cet enjeu-là de légitimité populaire des différents membres du gouvernement qui entourent leur participation au nom de l'Union démocratique des bâtisseurs à ces élections législatives. Stevie et Sima, alors Jean-Christian Kombila a un peu dressé, on va dire, ou élaboré le portrait robot de certains de ces membres du gouvernement-là. Ils sont 16. On a oublié Odette Polo dans le premier siège de la commune de Gamba, c'est dans la province de Logoué-Maritime, qui est également candidate pour le compte des élections législatives. Il y a aussi des ministres qui vont conduire des listes au local. C'est le cas de Pascal Ogoé-Siphon dans la commune d'Akanda, par exemple. Mais quand on fait on essaie d'avoir une idée sur la trajectoire de ces différents membres du gouvernement en termes d'assises politiques, Jean-Christian Kombila parlait de Séraphin Akouré-Davin, qui est évidemment, qui a de l'épaisseur sur le plan politique, qui a une histoire. Dans ce cadre-là, on peut parler également de Paul-Marie Ngonjou, qui est dans l'arène politique depuis plusieurs années, mais on peut s'interroger ou mettre des points d'interrogation sur Laurence Don, sur Maïsso Mouissi, sur Ulrich Manfumbi, sur Maurice Ntosui Alogo. Ils sont tous membres du gouvernement, certes, mais sans expérience politique avérée. Est-ce que ça peut être un désavantage pour eux, surtout s'il y a de l'adversité sur le terrain? Très bien. Je pense que le chef de l'État, en faisant en sorte que ces ministres aillent se confronter à la volonté populaire, est revenu un peu sur un type de management qui était propre au président Omar Bongo Ondimba, qui souvent nommait au gouvernement généralement les personnalités qui avaient des mandats électifs. Il était même une loi non écrite que pour avoir la certitude d'être au gouvernement, il fallait avoir un mandat électif. Et donc, ça a permis au président Omar Bongo d'enraciner sa philosophie politique, d'enraciner son ancrage sur le terrain. Je pense que le président Oligui veut s'en inspirer et demande à ses ministres d'aller confronter le terrain, d'aller affronter le terrain, surtout que nous sommes au début d'un septennat. Il faut que le président fasse émerger ces hommes. Les hommes de Lugui, il faut que ces hommes émergent et surtout il faut avoir un matelas légitime parce que, vous savez, la popularité d'un chef d'État ne peut pas être égale à tout moment. À un moment donné, cette popularité peut connaître une tendance baissière. Mais il faut que les supports que sont la légitimité des membres du gouvernement et des soutiens du chef d'État fassent en sorte que dans chaque localité, le discours en faveur du chef d'État soit toujours martelé pour que nous puissions observer une remontée, n'est-ce pas, de la popularité du chef de l'État, parce que la popularité dépend des circonstances et des événements ponctuels. Et donc, c'est bien que les ministres aillent se confronter à la volonté populaire, mais c'est aussi bien que les anciens acteurs politiques de l'envergure du docteur Séraphin Akouré et du ministre Ngonjou nous montrent une capacité à se régénérer. Parce que nous sommes là dans un nouveau format politique, avec un nouveau logiciel politique. Donc le challenge qui est le leur, c'est aussi de montrer les gages d'une certaine régénération, mieux, d'une certaine restauration des habitudes politiques telles que cela a été fait dans l'ancien régime. Et pour les nouveaux, il leur faut s'adapter à l'arène politique. La politique, ce n'est pas forcément
le terrain de présomption, le terrain de certitude. Parce que la certitude peut conduire à un désenchantement. Donc il faut être lucide, il faut être serein, il faut avoir la tête sur les épaules bien en place pour aller affronter ce terrain politique. Généralement, on fait le reproche aux jeunes acteurs politiques d'être déconnectés de la réalité politique et d'être souvent, de regarder souvent les gens d'en haut. Donc cet exercice va permettre à certains des ministres qui se voyaient très suffisants de revenir sur terre et d'avoir le rapport de proximité facile avec la population. Ça aussi, le chef d'État en a besoin. Il a besoin des ministres qui soient proches des populations pour incarner sa vision de management qui est un management de proximité. Jean-Christian Kobila, est-ce qu'on peut battre en brèche justement cet argumentaire développé par certains qui estiment que bon, il y a des personnalités qui sont des très bons technocrates sans forcément être de bons acteurs politiques. Je reviens sur donc les cas de Laurence Don, de Maïs Moussi, de Maurice Ntosio-Logo, de Ulrich Manfumbi, de Nyinga Shining Zenaba, par exemple. Est-ce que vous pensez que le fait que ces membres du gouvernement-là se lancent dans l'arène politique alors qu'ils sont neufs peut être un handicap, alors qu'ils incarnent, ces membres du gouvernement-là, le renouveau, la vision de Brice Clotaire Oligui Nguema portée par l'Union démocratique des bâtisseurs? Est-ce que ce véhicule qu'est l'UDB, est-ce que la vision de Brice Clotaire Oligui Nguema, son projet de société, n'est pas assez, ce ne sont pas des arguments suffisants justement pour pouvoir trancher, faire la différence sur le terrain? Écoutez, les élections diffèrent d'une consultation à une autre. L'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema était l'homme de la situation pendant cette élection présidentielle à laquelle ont participé d'autres compatriotes, mais lui étant l'homme de la situation, auréolé et par le haut fait d'armes qu'a été le 30 août 2023, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a été plébiscité par les Gabonais. Maintenant, l'élection législative, n'est-ce pas, c'est un autre type d'élection. C'est à la fois une élection qui est fondée sur l'offre politique du parti politique qui investit le candidat. C'est aussi une élection qui est fondée sur le rapport quotidien, n'est-ce pas, expérimenté pendant de longues années entre un candidat et son terroir. C'est aussi une élection qui est fondée sur l'ancrage, n'est-ce pas, des différentes personnalités qui sont investies et donc leur rapport citoyen aux populations. C'est donc une élection qui globalement peut être résumée comme un rendez-vous du donner et du recevoir entre les candidats investis par le parti et les populations des différentes localités, n'est-ce pas, dans lesquelles ces candidats-là vont se présenter. Et donc les personnalités auxquelles vous avez fait mention tout à l'heure ont l'avantage d'être de nouvelles personnalités, d'être en phase avec la vision du président de la République qui a fait mariage avec les attentes fortes des populations qui ont exprimé dès le lendemain du 30 août 2023 une soif de renouvellement des élites politiques, une soif de restauration de la politique afin que celle-ci soit au service des populations et non plus seulement au service des acteurs politiques. Et donc, cette élection législative-là est une période exceptionnelle, n'est-ce pas, riche d'enjeux. Les enjeux sont aussi d'ordre démocratique parce que c'est une élection au cours de laquelle les populations vont devoir voter sans doute pour la première fois librement quand il s'agit d'élections législatives. Pendant plus de 50 ans, la nappe PDG entourait l'ensemble du corps électoral et donc certains votaient, allaient aux urnes pratiquement par réflexe. Pour ne pas dire un peu contraint psychologiquement d'aller dans la même direction. Or, aujourd'hui, avec ces élections législatives et locales qui sont les premières de la Ve République, les populations vont devoir aller aux urnes pour la première fois librement.
Et donc, les élus qui seront choisis par les populations seront effectivement ceux-là qui ont été choisis par les populations. Et donc, les candidats ne peuvent pas se contenter seulement de se prévaloir d'être les porte-voix du président de la République. Eux-mêmes, les candidats, devront construire un discours, n'est-ce pas, en phase avec les réalités locales, et un discours, n'est-ce pas, qui exprime, n'est-ce pas, la réalité, n'est-ce pas, des attentes locales et les perspectives de solutions, n'est-ce pas, que ces candidats-là projettent, n'est-ce pas, au nom de l'Union démocratique des bâtisseurs, au nom du gouvernement auquel ils appartiennent, au nom de l'exécutif, et qui est incarné par Brice-Clotaire Oligui Nguema. Alors, Stevie Osima, en termes de maillage, justement, quand on voit la répartition des sièges dans le cadre de l'investiture par l'UDB des membres du gouvernement dans la province de l'Estuaire, premier siège dans le Komo-Congo, la ministre de la Pêche, Laurence Ndon, dans la commune de Lambaréné, la commune, les deux sièges, deux membres du gouvernement sont investis. Séraphin Kouré-Davin pour le deuxième et le premier, Paul-Marie Ngonjou. À Mouilan, premier siège dans la commune, la ministre Marcel Ititsa. Le ministre de la Santé, on l'a dit, dans le canton Wano-Ivinzi. Masmouissi pour ce qui est donc de la Dola, dans la Nyanga. Deuxième arrondissement, premier siège, Ulrich Monfumbi. On rappelle que la commune de Chibonga, ou la province d'ailleurs de la Nyanga en général, a été une province frondeuse, réfractaire à l'ancien pouvoir, dans la base Bagno, Ninga Chaning Zenaba. Et est-ce que selon vous, ces investitures ont été faites, quand vous regardez le profil des candidats, vous regardez l'histoire des provinces, des communes, des sièges en question, est-ce que vous pensez qu'il y a des éléments qui ont pesé pour pouvoir justement investir ces ministres dans ces différents sièges-là? Très bien. Lorsque nous regardons la liste publiée par l'UDB, un fait d'emblée nous interpelle. C'est la volonté de renouveler la classe politique. C'est-à-dire que les gens présumaient que l'UDB allait tomber dans le piège de présenter les anciennes figures du pouvoir déchu, mais l'UDB a gagné le pari de présenter aux Gabonais de nouveaux visages, de nouvelles figures. Chaque siège des députés est égal par ailleurs. Effectivement, il y a des provinces qui ont une histoire politique bien particulière, telle que la province de la Nyanga, la province de l'Ogo-Maritime, qui souvent ont été des provinces frondeuses par rapport au pouvoir sortant. Mais je pense que le casting, à mon avis, a été à la hauteur, parce que, vous savez, une élection n'est jamais gagnée par avance. Une élection, il n'y a pas d'a priori. Ça veut dire que tel, parce que c'est un novice, est d'emblée un mauvais candidat, ce n'est pas faire fi ou ce n'est pas faire preuve d'une bonne lecture politique. Je pense que les candidats que vous avez cités, qui sont des membres du gouvernement, ont fait leur preuve déjà au gouvernement, pour certains, et pour d'autres, ils ont fait leur preuve dans leur parcours académique et surtout dans leur engagement citoyen et social. Et aujourd'hui, les questions de faire la migration par rapport à leur profil professionnel, académique et citoyen, et il est question de faire la migration sur le terrain politique. Je pense que la province de la Nyanga peut aujourd'hui s'enorgueillir d'avoir des compatriotes bien formés, bien calibrés, qui aujourd'hui vont défendre les couleurs de l'UDB, parti du chef de l'État. Je pense que la Nyanga aujourd'hui a compris que le combat passé, qui était le combat de demander au pouvoir en place de tenir compte de ce qu'il y a des Gabonais qui sont mis à la marge. La Nyanga a gagné ce combat et aujourd'hui, les événements du 30 août donnent raison à ces provinces qui se sont toujours rebellées par rapport à la manière de faire de l'ancien régime. Et aujourd'hui, il est question donc que les personnes de la Nyanga donnent raison à Brice-Clotaire Oligui Nguema en élisant les candidats qui ont été présentés sur le label de l'UDB. Mais aussi qu'il faut que chacun de ces candidats intègre que
venir simplement présenter le visage ou la figure tutélaire du chef de l'État ne suffit pas à gagner une élection. Pour ceux qui ont déjà une expérience politique, il s'agit de capitaliser leur crédit politique. Mais pour ceux qui n'en ont pas, il faut vendre le rêve. Le rêve, ça veut dire apporter cette nouvelle touche, apporter ces idées novatrices, apporter cette nouvelle manière de faire qui va faire en sorte que les populations se disent « Ah oui, ça a changé. Ça a changé parce que le discours a changé. Ça a changé parce que les paradigmes ont changé. » Et il faut aussi que ça change par l'exemple. Il faut être exemplaire. Il faut que nous nous démarquions des mauvais réflexes qui ont plombé les acteurs politiques passés. Et ceci passe par l'humilité. L'humilité est un gage de succès dans chaque conquête électorale. Jean-Christian Combina, alors, les candidats de l'Union démocratique des bâtisseurs ont donc été investis pour le compte des élections législatives et les élections locales. On a le nom des candidats, notamment pour ce qui est donc des locales, on l'a dit, dont 2 listes seront conduites par les ministres Pascal Ogowé-Sifon dans Akanda et puis le ministre Marc Dumba pour ce qui est de Lofoué-Onoy dans la province de Logoué-Lolo. L'autre constat qui est fait, et Stevie et Simon venaient de l'effleurer, c'est celui de l'absence des figures de proue de l'ancien régime qui ont démissionné du Parti démocratique gabonais. Certains ont estimé ou avaient estimé qu'en démissionnant du PDG pour rallier l'UDB, ces candidats faisaient des calculs politiques. Ils auraient peut-être même eu des accords avec Brice Clotaire Oligui Nguema. Et là, surprise totale. Ils n'y sont pas du tout. Comment vous, en tant qu'analyste politique qui suivez la trajectoire politique du Gabon depuis 1990 notamment, comment vous interprétez justement cette non-investiture ou cette non-investiture de ces anciens PDGistes-là? Ils sont rares, hein? Ils sont quelques-uns qui ont été investis, et même là, ce n'est même pas des anciennes figures de pro du PDG qui ont été investis par l'UDB. Non, je ne donnerai pas raison ici à ces pourfendeurs, n'est-ce pas, de la vieille garde politique de notre pays qui pense qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. Non, le président de la République a un credo fondamental, n'est-ce pas, qui structure son management politique, et c'est celui de l'inclusivité. On peut parfaitement servir le président de la République sans forcément être investi par le parti. On ne doit pas considérer la non-investiture de ces derniers-là comme étant un échec politique, n'est-ce pas? Je pense singulièrement à l'ancien Premier ministre Daniel Onaondo, ou au vice-premier ministre Emmanuel Ondo Metogo et au ministre d'État René de Mezo Obiang, qui ont démissionné du Parti démocratique gabonais et même Paul Biogemba pour critiquer, n'est-ce pas, les dérives que l'on observe aujourd'hui au sein du Parti démocratique gabonais, qui fait que ce parti, lui, il a du mal aujourd'hui à présenter, n'est-ce pas, les listes des candidats investis à ces différentes élections, parce que justement, deux tendances s'opposent. Donc, ce qu'il faut relever, c'est que l'Union démocratique des bâtisseurs est en soi un parti nouveau. Et un parti nouveau qui arrive sur l'échiquier politique, n'est-ce pas, à l'aube de la Ve République. Cela sous-entendait dès le départ que nous verrions de nouvelles personnalités, et cette attente était forte au sein de l'opinion. Et de ce point de vue-là, on peut dire que l'Union démocratique des bâtisseurs, n'est-ce pas, a réussi, n'est-ce pas, la première étape de son baptême du feu, n'est-ce pas, en propulsant au devant de la scène de nouvelles personnalités politiques qui incarnent le renouveau politique, le renouvellement des élites en place. Donc maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est que les nouveaux candidats, les nouvelles figures politiques qui ont été investies par l'Union démocratique des bâtisseurs, n'est-ce pas, puisent un peu de ressort politique auprès de ces vieilles figures, car sur le terrain électoral,
l'adversité est énorme et ces vieilles figures politiques-là ont un ancrage territorial qui est réel. Donc, bien que ces derniers n'aient pas été investis, mais leur contribution sera significative et déterminante sur le terrain électoral pour venir au secours, n'est-ce pas, des nouvelles figures qui sont pour la plupart de véritables noviciats du pouvoir et donc de véritables novices, n'est-ce pas, sur le champ électoral. Voilà pour ce qu'il fallait retenir donc de ce premier thème en rapport avec les investitures au sein de l'Union démocratique des bâtisseurs, l'UDB, qui a donc rendu officielle la liste de ses candidats investis pour le compte des élections législatives, dont le premier tour aura lieu le 27 septembre 2025, le second tour le 11 octobre prochain, mais aussi le tour unique des élections locales le 27 septembre de cette année 2025. Alors la grosse interrogation, évidemment, est-ce qu'il y a un boulevard qui semble être ouvert pour l'UDB en attendant de savoir si l'ancien parti au pouvoir, le PDG, sera dans les starting blocks de ces élections jumelées, élections législatives et locales. Je vais vous poser la question, Stevie Osima, le Parti démocratique gabonais. On est le mardi aujourd'hui, la date limite du dépôt des candidatures, on est le 5 aujourd'hui. La date limite des dépôts de candidatures, c'est donc le 7, jeudi 7 août prochain. Et à cette heure où nous sommes en train de faire cette émission, on ne sait toujours pas si le Parti démocratique gabonais va participer à ces élections législatives et locales. Du fait, évidemment, qu'il y a un bicéphalisme de fait qui s'est installé à la tête de cette formation politique, que le tribunal de Libreville a été saisi par l'une des tendances du parti, que le tribunal a donc saisi la Cour constitutionnelle qui doit pouvoir se prononcer sur l'article 64 de la nouvelle loi électorale pour savoir si le Parti démocratique gabonais peut participer à ces élections-là. Est-ce que c'est inquiétant pour le PDG? Très bien. Il faut rappeler, puisqu'il y a un certain discours qui émerge dans l'opinion publique, qui tendrait à laisser croire ou à laisser penser qu'il sera de l'intérêt du parti présidentiel que le PDG n'aille pas aux élections. Je pense que si le chef de l'État est dans la logique d'aller confronter ses ministres à la volonté populaire, il lui faut de l'adversité pour véritablement avoir le baromètre réel. Et donc, le PDG peut constituer cette adversité-là qui va dynamiser les candidats de l'UDB afin d'avoir la réalité des unes et la réalité du terrain. Ça, c'est pour le fait politique. Maintenant, le fait de droit qui pourrait éventuellement disqualifier le PDG, c'est la nouvelle configuration du code électoral, notamment l'article 64. Mais il faut dire qu'en droit, il faut un fait. Aujourd'hui, nous sommes dans la spéculation, puisque jusqu'à ce que nous parlons, le PDG n'a pas déposé ni des listes consensuelles ou encore des listes bicéphales. Il y a eu des investitures dans chacun des camps. Le camp qui se réclame être proche de l'ancien ou le toujours distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, dont Ali Akbar Odanga se réclame être le secrétaire général, aurait fait ces investitures. Idem pour le parti dirigé par Blaise Louembe et Angélique Ngoma. Très bien. Vous savez, le PDG est champion dans les entreloupes politiques. Il ne faut pas que nous tombions dans le piège que le PDG pourrait tendre à l'appareil judiciaire. Le PDG revient d'un conclave hors du pays, nous l'avons discuté ici. Le PDG a tenu 2 réunions séparées de ces 2 tendances, mais jusqu'à ce que nous parlons, aucune liste officielle n'a été présentée par l'une des tendances. Et en principe, si une des tendances... Oui, mais justement, est-ce que ce n'est pas par respect du droit, puisque la Cour constitutionnelle doit pouvoir se prononcer, elle a été saisie par le tribunal. Donc, ils se disent pourquoi présenter des listes si on n'a pas encore le rendu de la Cour constitutionnelle. Mais pour que la Cour se prononce, il faut le fait de droit. Il faut que le PDG a bien le droit d'aller auprès du ministère de l'Intérieur, déposer ces listes, qu'elles soient unifiées ou bicéphales. C'est à partir de ce fait-là que l'appareil judiciaire devrait se prononcer sur la recevabilité ou pas de ces listes-là. Mais il faut que l'action soit amorcée. Or, aujourd'hui, même dans les coulisses, personne n'a l'information sur les éventuelles investitures, que ce soit dans l'un ou l'autre camp. Ça veut dire que le PDG, champion des entreloupes,
peut décider de prendre à contre-pied tout le monde et finalement parvenir in fine ou in extremis à des listes consensuelles pour éviter le piège de la disqualification. Or, si la Cour se prononce déjà avant ce fait-là, on peut prêter des intentions à la Cour au cas où elle proclamerait l'inéligibilité de l'une ou l'autre faction. Donc je pense que, sachant la malice politique du PDG, attendons voir jusqu'à la dernière minute comment est-ce que le PDG va se comporter devant cette impasse juridique qu'est la présentation des listes consensuelles et donc la non-disqualification de ce parti aux élections à venir. Jean-Christian Kobila, est-ce que vous pensez qu'à ce stade de cette forte actualité qui secoue le Parti démocratique gabonais, qu'il est possible qu'il y ait des listes consensuelles quand vous avez observé le déroulement de cette actualité justement avec la sortie il y a quelques jours d'Ali Bongo Ondimba, avez-vous l'impression qu'on a atteint un point de non-retour au sein du Parti démocratique gabonais en ce qui concerne ces deux camps? En politique, il n'y a jamais de seuil de non-retour d'atteint. Le Parti démocratique gabonais est en crise. C'est à la fois une crise de leadership et une crise structurelle, puisque l'un des organes du parti, à savoir le comité des sages, n'a pas été perçu comme capable de régler la crise qui secoue, n'est-ce pas, son élite politique. Et donc le parti a sollicité, n'est-ce pas, les bons offices du président Denis Sassou Nguesso, et les responsables du PDG ne peuvent pas être partis à Brazzaville si loin, n'est-ce pas, pour ne pas revenir avec une solution plus ou moins consensuelle et adhésive. Donc il faut se garder d'aller vite en besogne. Je crois savoir que la Cour constitutionnelle n'a pas encore été saisie, n'est-ce pas, d'un fait juridique. Et donc le PDG a l'expérience de ce type de contexte que nous vivons aujourd'hui. Et il est fort probable que, à la veille même, n'est-ce pas, de la date limite du dépôt des candidatures, que les PDGistes puissent trouver un terrain d'entente. Et puis, ce qu'il faut aussi relever, c'est que cette crise du Parti démocratique gabonais a permis, n'est-ce pas, aux militants du parti de voir qui étaient vraiment les vrais dépositaires de la culture partisane au sein du Parti démocratique gabonais. Et ce sont ceux-là, n'est-ce pas, que les militants du parti ils sont prêts à suivre. Il y a ceux qui ont fui du bateau, il y a ceux qui ont abandonné, et puis il y a ceux qui ont gardé intact l'héritage, bien que vacillant, et ce sont ceux-là, sans doute, qui seront sur le pied de guerre et qui partiront à ces différentes consultations politiques. Ceux-là dont justement la posture est contestée par ceux qui se réclament être d'Ali Bongo Ondimba, qui estiment qu'il y a forfaiture, non-respect des statuts du Parti démocratique gabonais, qui s'arc-boutent sur le fait qu'Ali Bongo Ondimba, en tant que distingué camarade président du PDG, n'a jamais signifié par quelconque moyen sa démission à la tête du Parti démocratique gabonais. Vous avez raison. Et pour revenir sur votre question, en fait, le PDG est la croisée des chemins. Le consensus peut être à l'arraché, même s'il n'est pas de volonté. Parce que le PDG peut se dire, si on ne s'unit pas, on disparaît. Or, le PDG ne voudra pas disparaître et on peut avoir des alliances, on peut avoir un consensus à l'arraché parce qu'il faut survivre. C'est un. Deux, si le PDG avait voulu créer un précédent, l'une des tendances aurait vite fait d'ailleurs déposer la liste de ces candidats pour empêcher la deuxième tendance de le faire, puisque le ministère de l'Intérieur aurait enregistré une liste de candidats sous le label PDG. Or, jusqu'à ce jour,
de ce qui nous revient, aucune tendance n'est allée déposer des listes de candidature au Premier ministre de l'Intérieur. Mieux, aucune tendance n'a même fait fuiter ses potentiels candidats. Il y a anguille sous roche. Ça veut dire que le PDG nous prépare un bébé qui vont nous présenter certainement au soir du 7 août jusqu'à 18 h, heure limite de dépôt de candidature. Effectivement, à ce niveau, le président sortant de la République, DCP du PDG, bien que contestant la légitimité de ceux aujourd'hui qui ont l'appareil du parti. Parce que, vous savez, lorsqu'on a un conflit, il y a des symboles. Jusqu'aujourd'hui, le siège de lui est investi par la partie contestée par Ali Bongo Ondimba. C'est déjà un message à la fois juridique, légitime et un message de responsabilité. Si tel était que cette frange du PDG n'avait aucune assise, le premier élément aurait été quand même de libérer le siège. Il y a eu une tentative de la part des partisans d'Alier Bonanga d'aller faire réunion à ce siège. Et s'il n'y a pas eu de retour, même de retour de droit, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans une querelle politicienne et dans une guerre d'individualité. Or, aujourd'hui, l'héritage du PDG, personne ne voudra être responsable et avoir la responsabilité de dire c'est à cause de toi ou à cause de votre tendance que le PDG est mort. Parce qu'aujourd'hui, Ali Bongo ne devra pas tuer une seconde fois le PDG. Parce qu'aujourd'hui, le PDG est dans cet état. Parce qu'Ali Bongo a laissé gérer le parti par sa famille qui n'avait aucune qualité politique ou publique à gérer le parti. Noureddine n'avait aucune qualité publique ou politique à gérer le PDG, encore moins Sylvia Bongo Ondimba. Donc, en cela, Ali Bongo devrait se garder de donner le coup final ou le coup fatal au PDG en s'accaboutant sur l'idée qu'il faut que les locataires actuels de lui soient boutés hors du champ d'action du PDG. Moi, je pense que avec le recul, connaissant les manigances et le niveau d'implication des enjeux qui sont à la portée du PDG, nous pourrons aller vers une surprise le 7. Et je pense que la Cour constitutionnelle est bien maligne de ne pas se précipiter à donner une décision ou un jugement parce que le PDG n'attend que cela pour prêter des intentions d'ingérence de la Cour constitutionnelle, puisque imaginons le scénario selon lequel la Cour estime que telle tendance est illégitime et que le PDG finit par nous amener une liste consensuelle. La Cour serait bien inconfortablement repris du fait qu'on pourrait penser que la Cour aurait agi sous dictat de X ou Y personnes. Or là, il faut laisser les PDG eux-mêmes aller jusqu'au bout de leur logique, jusqu'au soir du 7 août, pour que la Cour finalement constate la volonté du PDG à aller aux élections ou pas, et prenne la décision. C'est cela l'analyse qui peut être la nôtre. Jean-Christian Kombila, alors le Parti démocratique gabonais reste un parti implanté sur l'ensemble du territoire, qui a ses cellules de base sur l'ensemble du territoire. Est-ce que vous pensez que ces acquis-là du PDG, qui a encore des militants dans la haute administration dans notre pays, même dans le gouvernement, il y a des membres du gouvernement qui sont militants du Parti démocratique gabonais. Est-ce que vous pensez que le Parti démocratique gabonais est prêt à pouvoir se faire harakiri? Je ne poserai pas la question de la sorte. La question, moi, je la poserai en me demandant est-ce que le PDG est aujourd'hui en situation de pouvoir présenter les candidats, surtout les sièges, n'est-ce pas, susceptibles d'être convoités pour les élections législatives. Vous avez vu les images il y a quelques semaines, la tournée sur l'ensemble du territoire, des mobilisations. Le Parti démocratique gabonais, on l'a vu sur le terrain. Plusieurs personnes se sont même d'ailleurs étonnées de ces mobilisations des militants du Parti démocratique gabonais. On a l'impression que ça a été un parti qui a été en sommeil pendant plusieurs mois et puis à la faveur d'une tournée sur l'ensemble du territoire, on a des militants qui sont
mobilisés autour de leur leader. Monsieur Pambo, l'observateur avertit que je suis modestement et particulièrement méfiant avec ces moments de grandes fêtes politiciennes. Ce qui est significatif, c'est que lors de l'élection du 12 avril 2025, au cours de laquelle le président Brice Clotaire Oligui Nguema a été plébiscité par le peuple gabonais, les Gabonais ont donné à la face du monde une leçon de mobilisation spontanée et de mobilisation patriotique, n'est-ce pas, pour accomplir leur devoir civique. C'est différent lorsqu'il s'agit de ces manifestations festives où on voit quelques salles bondées et où, in fine, les partis politiques, notamment le PDG, doit débourser des sommes d'argent, n'est-ce pas, à tous ces sympathisants, pas toujours des militants, qui ont été transportés pour assister à ces manifestations-là. Donc, la question qui me paraît la plus pertinente est celle de savoir si le PDG va présenter 145 candidats sur les 145 sièges, ou si le PDG, n'est-ce pas, constatant que dans certaines provinces, le Guevindo et la Nyanga, en l'occurrence, le parti a subi de nombreuses démissions significatives, n'est-ce pas, dans ces différentes localités-là, et que donc, aujourd'hui, le parti, dans une volonté d'alliance qui ne dit pas son nom, peut-être avec les anciens partis qui gravitaient autour de la majorité présidentielle d'autrefois, va devoir, n'est-ce pas, cibler des sièges susceptibles d'être véritablement remportés par les nouveaux militants du PDG qui seront investis, sachant que d'anciennes figures du PDG qui traditionnellement remportaient des victoires sur ces sièges-là avec les mêmes électorats, n'est-ce pas, sont partis aujourd'hui dans d'autres partis, singulièrement à l'Union démocratique des bâtisseurs. Donc la vraie question... C'est un couteau à double tranchant, parce que le retour qu'on a du terrain aussi, en tant qu'observateur, c'est que il y a des Gabonais qui estiment que ces acteurs politiques de premier plan ou même de seconde zone qui étaient dans le Parti démocratique gabonais et qui ont gagné les rangs de l'Union démocratique des bâtisseurs sont persona non grata justement dans leurs différents fiefs. Pas toujours. Pour ne parler que d'une province comme la Nyanga, que je crois connaître particulièrement, de figures importantes, n'est-ce pas, qui étaient au PDG, sont partis avec armes et bagages à l'Union démocratique des bâtisseurs. Même lorsque ces figures importantes n'ont pas été investies, mais ces figures importantes détiennent un leadership sur le terrain qui est tel qu'une orientation donnée par ces personnes-là peut tout à fait faire mouche dans les urnes. Je pense par exemple à une personnalité comme Jonathan Inyumba, et qui a été député de Mongo sous le PDG et qui a été le leader du Parti Les Démocrates dans la Nyanga, qui a véritablement contribué à l'élection de près d'une dizaine de députés du Parti Les Démocrates lors des dernières élections législatives sous la précédente législature. Donc cette personnalité-là, aujourd'hui, est plus ou moins en réserve de ses joutes électorales, mais on voit bien que cette personnalité a choisi le camp présidentiel aujourd'hui et que son aura est telle que dans une province comme la Nyanga, son mot d'ordre va peser lourd dans les urnes. Et aujourd'hui, ce monsieur n'est plus tout à fait en odeur de sainteté avec les responsables du Parti démocratique gabonais. Donc, ce cas précis dans la Nyanga peut parfaitement exister dans le Goué maritime, suivez mon regard, ou une personnalité de premier plan qui ne brigue pas les suffrages des électeurs, mais dont l'autorité
morale et politique est reconnue dans la province, n'est-ce pas, saura donner l'orientation qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir garantir au parti présidentiel, n'est-ce pas, de faire bonne figure dans les urnes. Stévier et Sima, donc il y a l'Union démocratique des bâtisseurs qui a investi ses 145 candidats sur les 145 sièges pour le compte des élections législatives, les 122 listes pour ce qui est des élections locales. Il y a le Parti démocratique gabonais dont on ne sait pas s'il va prendre part à ces élections jumelées. Et puis, il y a peut-être une troisième voie qui peut se dégager. Il y a les autres formations politiques, il y a la société civile, il y a des indépendants. Est-ce que vous pensez que cette situation peut profiter à certains issus d'autres formations politiques, de la société civile ou des indépendants? Très bien. Je pense que notre cartographie politique est bien connue. Nous savons dans notre pays quelles sont les forces et les faiblesses de chaque parti politique. En dehors de l'UDB et du PDG, on a le RPM qui est un parti assez structuré. On a l'Union nationale qui est un parti assez structuré. Et donc, en dehors de ces forces-là... Les démocrates. On a les démocrates. En dehors de ces forces-là... Le CLR. Le CLR, pourquoi pas. En dehors de ces forces, on a la société civile qui spontanément a un travail à faire ou a abattu un travail politique sur le terrain et avec des leaders parsemés dans chacune des localités, mais qui aujourd'hui ont un ancrage certain, chacun dans son siège. Mais je pense que le piège aussi que les PDGistes doivent se garder de tomber, c'est que lorsque vous avez démissionné du PDG, parce que chacun sait la capacité de nuisance des cadres du PDG, même à l'époque du PDG, lorsque vous avez décidé de démissionner du PDG, vous êtes venu à l'UDB, que vous n'avez pas été investi, on attend voir vos mots d'ordre de vote. Parce qu'il ne faut pas que nous assistions à une situation où le cadre du PDG devenu UDB aujourd'hui, parce que n'étant pas investi, boycottent les jeunes gens, les jeunes figures qui ont été investis par l'UDB. C'est aussi cela, la sincérité, parce que ce qui a toujours fait défendre notre pays, c'est la sincérité dans l'engagement politique. Donc, bien malin, celui qui va oser, en réalité, ramer à compte courant, parce que lorsqu'on est dans un parti, on doit discipline à ce parti-là. Et c'est aussi un des pas importants qu'il fallait relever. Mais et surtout, il faut relever que le PDG aujourd'hui n'a pas de raison que de faire en sorte de faire amende honorable. Si d'aventure il veut exister dans la conscience collective et si il réussit à sortir de l'imbroglio politico-juridique dans lequel il se retrouve, il doit faire amende honorable. Et il y a un phénomène qui m'interpelle et qui m'amène à dire que les choses ont changé. Je parcours les différents centres d'enrôlement. Il n'y a plus de masse de personnes avec des listes qui viennent faire enrôler les gens parce que, envoyés par les états-majors politiques, les Gabonais, chacun en son âme et conscience, va se faire enrôler parce qu'il sait que sa voix compte, parce qu'il sait que cette voix-là n'est pas monnayable, parce qu'il sait que cette voix est déterminante pour le choix des représentants du peuple. Or, avant, le jeu était biaisé. C'était un ministre qui prenait en otage un centre d'enrôlement en amenant les gens à se faire enrôler, parfois contre leur volonté. Aujourd'hui, c'est déjà un gage de ce que cette élection va être une élection qui va nous donner un panorama réel ou une cartographie réelle de ce que chacun pèse dans sa localité, parce que le vote ne serait pas pipé d'avance comme cela a toujours été le cas. Jean-Christian Kombila, en guise de conclusion, avant qu'on ne mette un terme à cette émission, cette actualité politique est très abondante dans notre pays, au-delà évidemment du caractère abondant de l'actualité, mais c'est surtout la particularité de cette actualité avec en perspective un parti présidentiel, l'UDB, présent sur le terrain, déterminé à pouvoir jouer les premiers rôles, et l'ancien parti au pouvoir dans la crise qui cherche une bouée de sauvetage, et d'autres acteurs, la troisième voie, qui veulent évidemment également exister dans cette configuration-là. Oui, l'Union démocratique des bâtisseurs a investi 145 candidats sur les 145 sièges aux prochaines élections législatives. On a bien vu que de nombreux membres du gouvernement sont en lice
Et en parcourant, c'est une bonne chose que ces membres du gouvernement soient en lice pour pouvoir se confronter à la réalité du terrain et pour pouvoir donner la véritable mesure au chef de l'État de ce que eux, membres du gouvernement, peuvent être les véritables vecteurs, n'est-ce pas, de communion entre la politique au sens large prônée par l'exécutif et les populations. Mais ce qui m'interpelle tout de même, c'est qu'il s'agit de la représentation nationale à reconstruire. Et lorsque l'on voit les candidats investis dans la plupart des partis, on constate que ce sont toujours des élites techniques, des élites administratives, des élites intellectuelles qui sont investies. Mais les élites rurales, n'est-ce pas, ces agriculteurs, n'est-ce pas, établis localement, ces pêcheurs établis localement, ces acteurs de la société civile établis localement, ne sont pas toujours en bonne place sur les listes des différents partis politiques. Et là, ça questionne véritablement le sens de la représentativité, n'est-ce pas, des élus et de leur communion avec leurs différentes localités. Puis, l'autre aspect qui est important à relever au moment où les investitures battent leur plein, c'est la perspective de voir cette troisième voie exister. J'ai écouté une actrice politique, Madame Ayoma Vioga, sur un média confrère à Télé Africa, plaider en faveur de l'émergence d'une majorité présidentielle au-delà du parti majoritaire qui sortira des urnes au cours de ces prochaines élections. Est-ce que ce plaidoyer, n'est-ce pas, en vue de la constitution d'une majorité présidentielle, n'est-ce pas, en allant aux urnes ou au sortir de ces différentes élections, sera entendu? Dans tous les cas, elle a lancé cet appel-là au président de la République et donc on espère justement qu'au-delà du parti majoritaire, n'est-ce pas, il y aura, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale à venir, une majorité présidentielle représentative de la diversité des forces politiques et des forces vives de la nation. Stevie Osima, conclusion en une minute. Je pense que ces élections vont être un baromètre important pour notre vie démocratique, vont être un baromètre important pour la marche de cette 5e République, vont être un baromètre important pour la consolidation de la légitimité du chef de l'État dans son rapport de proximité avec l'arrière-pays. Parce que, vous savez, ce qui soutient durablement les politiques publiques et ce qui soutient durablement la vision d'un homme, c'est l'ancrage de proximité, l'ancrage local. Et les ambassadeurs du parti présidentiel ont ou doivent avoir à cœur chacun de faire en sorte que le discours de Biscoto Nguema aille jusqu'au fin fond du Gabon avec le véhicule qu'il représente dans l'idée qu'il faut que notre pays sorte enfin des sentiers battus, c'est-à-dire des élus qui sont imposés, des élus qui sont mal élus et des candidats qui n'ont aucun rapport, aucun ancrage avec le terroir. Il faut que tout ceci change. Il faut s'aimer la bonne graine de ce que sera cette 5e République et d'autres républiques à venir. Parce que le pari du Biscoto Nguema, c'est de changer véritablement la trajectoire politique, institutionnelle et sociale du Gabon. C'est cela le challenge. Ces élections de mi-parcours doivent nous donner une lisibilité claire de cette volonté du chef de l'État à faire avancer le Gabon. Merci Stevie Osima pour votre conclusion. Merci également à vous, Jean-Christian Kombila. Merci à tous les deux d'être passés sur le plateau de l'émission 21h, le grand rendez-vous. On se retrouve jeudi dans le cadre de l'émission Ligne de Mire pour continuer à décrypter l'actualité politique qui prévaut au Gabon.